Je me préparais pour l'anesthésie afin de donner mon rein à mon mari lorsque l'infirmière m'a fourré. Dans les mains un uniforme de concierge froissé. Elle m'a chuchoté frénétiquement de l'enfiler et de m'échapper par la cage d'escalier de secours. Sinon je perdrais la vie. Tremblante, j'ai obéi, et cette décision prise en une fraction de seconde m'a sauvé de la tombe. J'avais versé toute ma jeunesse, toute ma force vitale sur cette table d'opération, espérant désespérément sauver mon mari mourant d'une maladie terminale. Mais juste avant que le scalpel du chirurgien ne perce ma peau, j'ai découvert une vérité horrifiante, à glacer le sang. Il n'avait pas besoin de mon rein. Mon mari n'avait jamais souffert d'insuffisance rénale. Cette famille de démons portant une peau humaine avait littéralement vendu mon cœur battant à un milliardaire sur le dark web pour régler une montagne de dettes de jeux clandestines. Si j'étais resté sur ce lit d'hôpital, on m'aurait ouverte vivante. Et mon meurtre aurait été balayé sous le tapis comme une tragique complication médicale. D'épouse dévouée faisant le sacrifice ultime par amour. J'ai été forcé de ramper à travers des bacs de déchets biomédicaux tachés de sang. Fuyant dans une nuit orageuse et implacable juste pour survivre. Mais je suis revenu d'entre les morts. Je suis revenu pour tisser un nœud étouffant autour de toute cette famille. Forçant ces loups déguisés en moutons à baisser la tête et à payer pour leurs péchés derrière d'eux. Froide barreau de fer. Le cauchemar a commencé un après-midi sombre et détrempé de novembre à Seattle. Ce jour-là, leur scénario parfait a officiellement commencé. Ma famille était autrefois l'envie de notre cercle social. Sterling était un brillant architecte sur mesure et moi, Colapi. J'étais directrice des opérations dans une start-up technologique en pleine croissance qui venait de s'introduire en bourse. Nous menions une vie confortable. Un penthouse de luxe dans le centre de Bellevue et la promesse d'un avenir radieux. Puis la tragédie a frappé. Sterling a commencé à perdre du poids de façon drastique. Sa peau a pris une teinte jaunâtre maladive. Il vomissait et s'évanouissait constamment. Le jour où nous avons reçu les résultats des examens du docteur Alistair Thorne, un chirurgien transplantologue très respecté et un ami de longue date de la famille de mon mari, mon monde s'est effondré. Insuffisance rénale en phase terminale. Les 2 reins de Sterling étaient complètement détruits. Sa vie se comptait en mois à moins qu'il ne reçoive une greffe d'organes. Je me souviens de cette nuit avec une clarté absolue. Sterling était allongé dans notre lit king size, sa respiration était superficielle. Ses yeux fixaient le plafond dans un désespoir total. Ma belle-mère, Béatatrice, s'est effondrée à genoux près du lit, se frappant la poitrine. Dieu! Pourquoi es-tu si injuste? Mon fils est un homme bon. Pourquoi lui infliger cette maladie terminale? S'il meurt, comment suis-je censé vivre? Sterling. Prends mon rein. Je suis vieille. Je peux mourir. Laisse-moi échanger ma vie contre la tienne. Son agonie semblait si brute, si sincère qu'elle me faisait physiquement mal au cœur. Mais le docteur Thorne se tenait là, secouant froidement la tête. Expliquant qu'en raison de l'âge de Béatatrice et de son hypertension chronique, elle était absolument disqualifiée pour être donneuse. La sœur cadette de Sterling, Sloan, a supplié à genoux de pouvoir donner. Mais son groupe sanguin et ses marqueurs HLA étaient totalement incompatibles. La famille était acculée. Alors je me suis avancé. J'ai pratiquement supplié le docteur Thorne de me faire passer les tests. Quand les résultats sont revenus, le docteur Thorne a poussé ses lunettes de designer sur l'arête de son nez et a annoncé que Sterling et moi étions compatibles à 99%. Une anomalie statistique incroyablement rare pour 2 personnes sans lien biologique. À cet instant, au lieu de craindre pour ma propre santé, j'ai sangloté de pure joie. J'étais extatique parce que je pouvais sauver l'homme que j'aimais. Cali, non, je ne peux pas te laisser faire, a murmuré Sterling, la voix tremblante. Perdre un rein va ruiner ta santé. Je suis censé être l'homme de la maison. Ton protecteur. Comment pourrais-je te demander de supporter d'être ouverte pour moi? Je préférerais mourir plutôt que de te voir souffrir. Son faible refus n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai saisi ses mains glacées, les larmes coulant sur mon visage.
lui disant que nos vœux de mariage signifiaient tout. À quoi bon un corps parfaitement sain si je devais vivre dans un monde sans lui? Voyant ma farouche résolution, Béatrice ne s'est pas effondrée ni n'a gémi. Au contraire, elle s'est avancée, serrant mes mains si fort que ses ongles manucurés se sont enfoncés dans ma peau. Ses yeux se sont remplis de larmes parfaitement chronométrées tandis qu'elle m'attirait dans une étreinte étouffante. Kali, tu es le sauveur absolu de cette famille, a-t-elle chuchoté, la voix chargée d'une émotion calculée. Je n'oublierai jamais cela. J'ai toujours su que Sterling avait épousé un ange. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est nôtre est tien. Tu es le battement de cœur de la famille Vance. À partir du jour où j'ai signé les formulaires de consentement volontaire au don, ma vie a complètement changé. J'ai pris un congé FMLA non rémunéré dans mon entreprise technologique pour me concentrer sur la préparation de mon corps à l'opération. Béatrice a pratiquement emménagé dans notre penthouse pour s'occuper de moi. Elle m'interdisait de faire la moindre corvée ménagère, même de me verser de l'eau. Chaque matin, elle préparait des bouillons d'os biologiques, des jus antioxydants pressés à froid et des repas organiques haut de gamme. Elle gérait mon alimentation et mon sommeil au millimètre, refusant de me laisser sortir de peur que je n'attrape un virus qui pourrait compromettre l'organe. Même Sloan, qui nourrissait d'habitude une jalousie mesquine envers mon succès, m'achetait soudain des fruits importés et des pyjamas en soie. Pendant un mois entier, j'ai vécu enveloppé dans l'adoration absolue de mes beaux-parents. Mon cœur naïf débordait de gratitude. Je me disais que ce sacrifice en valait la peine. Je n'avais aucune idée que ces repas organiques coûteux n'étaient pas destinés à nourrir une belle-fille bien aimée. C'étaient des aliments de luxe destinés à préserver un organe frais d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Ils ne me chérissaient pas. Ils entretenaient leur stock lucratif. La nuit fatidique est enfin arrivée. Dehors, une tempête torrentielle du nord-ouest Pacifique martelait la ville. Des éclairs déchiraient le ciel noir d'encre, suivis de tonnerres assourdissants qui faisaient trembler les fenêtres à double vitrage du Pacifique. Pinnacle Medical Center. On m'avait placé dans une suite préopératoire VIP au 8e étage. La pièce était spacieuse, sentant faiblement l'antiseptique et un spray d'ambiance coûteux. L'horloge numérique au mur brillait d'un rouge glacé. 23 heures. Dans exactement 60 minutes, on me conduirait au bloc. Je me sentais incroyablement calme, mêlé d'un profond sentiment de fierté. J'étais allongé dans une fine blouse d'hôpital à rayures bleues. La porte s'est ouverte doucement. Béatrice a fait entrer Sterling en fauteuil roulant. Il avait l'air épuisé, pourtant ses yeux brillaient d'une lueur vive, frénétique, presque euphorique. « Comment te sens-tu, mon amour » a demandé Sterling. Le docteur Thorne a dit que la préparation est terminée. Passe juste cette nuit et notre nouvelle vie commence. Je te promets qu'une fois rétabli, je t'emmènerai sur la côte amalfitaine. Je t'achèterai cette maison au bord du lac que tu as toujours voulu. N'aie pas peur. J'ai tendu la main, caressant doucement le dos de sa main sur la coudoir du fauteuil. Je vais bien tant que tu vas mieux. Je n'ai besoin ni de l'Europe ni d'un manoir. Je veux juste que nous vieillissions ensemble en paix. Oh, ma pauvre douce fille. Toujours en train de penser à ton mari, même juste avant l'opération. A roucoulé Béatrice en me caressant la joue. Ne t'inquiète pas. Kali. Le docteur Thorne est pratiquement de la famille. Avec lui qui tient le scalpel. Tu es complètement en sécurité. Ce sera juste comme un sommeil profond. J'ai tout pris en charge. Sa main était glacée contre ma peau, provoquant un frisson violent dans mon dos. Le regard dans ses yeux n'était pas de la pitié maternelle. C'était un abîme tourbillonnant d'avidité, de cruauté et d'anticipation triomphante. Elle ressemblait exactement à un boucher admirant un veau engraissé avant de lever le coup près. Après leur départ pour préparer Sterling, la pièce est tombée dans un silence de mort. J'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration pour chasser le frisson soudain. À 23h15, la porte a été poussée violemment. Sans frapper.
Une petite femme en blouse trop large. Portant un masque chirurgical qui ne laissait voir que ses yeux grands ouverts et terrifiés. A foncé à l'intérieur. Elle a claqué la porte et tiré le verrou. Je me suis redressé sur le lit. À travers la lumière faible, j'ai reconnu Marisol. Marisol était une infirmière de soins intensifs qui intervenait occasionnellement dans ce service. 2 ans auparavant. Son jeune fils avait eu un accident de voiture horrible et avait besoin d'une opération de la colonne vertébrale extrêmement coûteuse que son assurance avait refusé de couvrir. Je l'avais vue sangloter dans les couloirs de l'hôpital, et mon cœur s'était brisé pour elle. Anonymement, par le biais d'une fondation privée. J'avais viré 15 000 $ à l'hôpital pour effacer la dette médicale du garçon. Je n'avais jamais demandé de remerciement, mais elle avait fini par comprendre que c'était moi. Ce soir-là, elle se tenait devant moi, tremblant comme une feuille dans un ouragan. Elle n'avait pas de plateau de médicaments. Elle s'est précipitée vers mon lit. Tirant un uniforme de concierge gris-bleu froissé dessous sa veste et me le jetant. Ses doigts glacés se sont enfoncés dans mon poignet avec une force meurtrissante. Marisol, que fais-tu? Je suis sur le point d'entrer en salle d'opération. Elle n'a pas répondu à ma question. Ses yeux injectés de sang débordaient de larmes de pure terreur. Elle s'est penchée à mon oreille. Sa voix un sifflement haletant et rauque tout droit venu de l'enfer. Cali. Il n'y a pas de greffe de rein. Écoute-moi. Mets ses habits. Cache ton visage. Prends le chariot de nettoyage dans le couloir. Et sors de cet hôpital tout de suite. Prends les escaliers de secours. N'utilise pas les ascenseurs. Ils vont te tuer. Ton mari n'est pas en insuffisance rénale. Mon esprit s'est complètement vidé. Ces mots m'ont frappé comme un marteau-pilon sur le crâne. Me tuer? Sterling n'est pas malade? J'ai repoussé ses mains, balbutiant. De quoi parles-tu? J'ai vu ses dossiers. Le docteur Thorne a confirmé. Ses reins sont en train de lâcher. Il m'attend dans l'autre pièce. Marisol s'est effondrée, des larmes brûlantes éclaboussant ma main. Elle secouait la tête frénétiquement. Cali, ils ne prennent pas ton rein. Ce soir, ils prennent ton cœur. Si tu ne fuis pas, tu es morte. Mon cœur? Ils veulent prendre mon cœur? Chaque mot qu'elle étouffait était une aiguille empoisonnée perçant mes tympans. Le monde entier s'est brisé en 1 million de morceaux déchiquetés devant mes yeux. Tu dois fuir. Des voyous déguisés en agents de sécurité ont verrouillé les sorties principales. L'escalier est en train de changer d'équipe. Tu as une fenêtre de 3 minutes. Cours. Cali. Cours pour ta vie. Son encouragement frénétique m'a ramené à la réalité. Une terreur primitive et étouffante a pris le contrôle de mon système nerveux. Si je restais dans ce lit 15 minutes de plus, un scalpel m'ouvrirait la poitrine et je disparaîtrais de ce monde sous le prétexte stérile d'une complication médicale. Je ne pouvais pas mourir comme ça. Pas aussi pathétiquement. Pas aussi amèrement. Je me suis mordu les lèvres si fort que j'ai goûté le cuivre. Le goût du sang m'a ramené à une lucidité totale. J'ai arraché la blouse d'hôpital et me suis enfoncé dans les habits de concierge trop larges. J'ai tordu mes longs cheveux sous le bonnet en tissu et tiré un épais masque N95 sur mon visage. Marisol, les larmes ruisselant sur son visage, m'a poussé vers la porte. Quand ma main a saisi la poignée, elle tremblait. Mais elle était alimentée par une résolution mortelle. Au moment où cette porte s'ouvrirait, la naïve et dévouée Cali Vance serait morte. La créature qui entrerait dans les ombres serait une proie luttant pour survivre. Qui reviendrait bientôt en prédateur impitoyable. J'ai poussé la porte. Le couloir glacial de l'hôpital marquait le début de ma course contre le faucheur. Le couloir du 8e étage à 23h20 était long, désolé, et ressemblait à une descente aux enfers. Je serrais la poignée d'un chariot de ménage vacant. Ses roues en caoutchouc grinçaient faiblement contre le linoléum. Je gardais la tête baissée, le bonnet tiré bas. Mon cœur, ce même cœur que ces monstres voulaient m'extraire, cognait violemment contre mes côtes. Chaque pas ressemblait à une marche dans un champ de mine.
La sécurité du Pacific Pinnacle était normalement stricte. Mais ce soir l'air était dense d'une présence lourde et dangereuse. En tournant un angle mort vers l'escalier, un groupe d'hommes en uniforme de sécurité a marché vers moi. Ils ne ressemblaient pas à des gardes d'hôpital. Ils étaient musclés, avec des tatouages grossiers qui remontaient sur leur cou. Leurs yeux étaient mortels, scrutant chaque ombre. J'ai retenu mon souffle, poussant le chariot d'un rythme lent et agonisantement paresseux. Jouant le rôle d'une concierge de nuit épuisée. Deux des hommes sont passés près de moi. Juste au moment où nos épaules se sont presque touchées. De la statique a crépité d'une radio à la ceinture de l'homme de tête. Toutes les unités. Le colis dans la VIP 8 a disparu. Porte verrouillée de l'intérieur. Thorn dit qu'elle a disparu il y a quelques minutes. Verrouiller toutes les sorties. Vérifier chaque caméra. Chaque pièce. Si on ne récupère pas le colis ce soir, le patron va nous écorcher vifs. Une sueur froide a inondé mon dos. Le colis. Il ne m'appelait même pas une patiente. J'étais de la marchandise. La mafia russe avait tendu un filet sur tout l'hôpital, et j'avais été complètement inconsciente. Mon instinct de survie a crié que l'escalier n'était plus viable. Ils auraient des hommes qui attendraient aux sorties du rez-de-chaussée. Refoulant un sanglot de panique. J'ai tiré le chariot dans une alcôve et me suis glissé à travers une lourde porte d'acier marquée. Stockage des déchets biomédicaux. La pièce empestait l'iode, l'eau de javel et la puanteur métallique et pourrie des déchets médicaux. Juste au moment où la porte s'est refermée, de lourdes bottes ont tonné dans le couloir dehors. Cherchez partout. Elle est fortement sédatée. Elle n'a pas pu aller loin. S'il vous plaît. Vous devez la trouver. C'était la voix de Sterling. Il sonnait frénétique, désespéré, comme un mari perdant la tête d'inquiétude. Si j'avais entendu cela une heure plus tôt, je me serais jeté dans ses bras. Maintenant, en entendant cette performance nauséabonde et fausse, mon estomac s'est violemment révolté. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il était terrifié que son magot de 2 millions de dollars s'en aille. Je n'avais pas le temps d'hésiter. Au centre de la pièce se trouvaient 3 énormes bacs en plastique jaune, attendant l'ascenseur de service pour les emmener au quai de chargement. J'ai soulevé le couvercle du plus grand. Le fond était tapissé de compresses chirurgicales sanglantes, de tubes jetés et de lignes de perfusion coupées. Avalant mon dégoût, j'ai contorsionné mon corps mince et suis monté à l'intérieur, tirant le lourd couvercle en plastique au-dessus de moi, ne laissant qu'une fissure microscopique pour l'air. L'obscurité était absolue, la puanteur étouffante. J'ai pressé mes 2 mains sur ma bouche pour étouffer ma propre respiration rauque. La porte de la salle des déchets a claqué. Des faisceaux de lampes de poche ont tranché l'obscurité, balayant les bacs. Quelqu'un a donné un coup de pied dans le chariot métallique que j'avais abandonné. Ça sent l'abattoir ici. Fenêtre verrouillée. Elle n'a pas sauté. Vérifiez le quai de chargement. En bas. Le camion à ordures vient d'arriver. Les hommes sont sortis en courant. Quelques secondes plus tard, l'ascenseur de service a sonné. De vrais agents d'entretien ont roulé mon bac dans l'ascenseur. La descente a semblé durer un siècle. Ma tête cognait contre le plastique. La puanteur du sang et des produits chimiques s'infiltrait dans ma peau. Quand l'ascenseur s'est arrêté, mon bac a été basculé en arrière. Roulé sur un élévateur hydraulique et vidé violemment à l'arrière d'un énorme camion à ordures. Je suis tombé dans une montagne de déchets putrides compactés. Je me suis recroquevillé en position fétale, n'osant pas respirer. Le moteur du camion a rugi. À travers un interstice dans les ordures, j'ai vu les agents de sécurité diriger un projecteur dans la cabine. Ouvrez l'arrière. On a une patiente psychiatrique qui a disparu, a crié un voyou. Mon cœur s'est arrêté. De lourdes bottes se sont approchées de l'arrière du camion. Un faisceau de lampes de poche aveuglant a balayé la montagne de sacs biomédicaux. J'ai fermé les yeux, abandonnant mon sort à l'univers. Écoute, mec, a grogné le chauffeur. C'est des déchets infectieux. Si une folle a sauté là-dedans. Elle a suffoqué il y a 10 minutes.
Je dois arriver à la décharge avant 1h du matin sinon on me retient sur la paye. Dégage. Quelqu'un a frappé le côté du camion. Il a démarré en avant. J'étais passé entre les mâchoires de la mort d'1 millimètre. Après 8 kilomètres, le camion s'est arrêté à un feu rouge désolé près des limites de Renton. J'ai repoussé les sacs. Me suis hissé par-dessus le rebord métallique du camion et suis tombé dans la boue glacée. Boueuse de l'accotement. Je me suis écorché les genoux jusqu'au sang, mais je n'ai rien senti. Je me suis relevé et j'ai sprinté dans les allées sombres de la banlieue, restant loin des caméras de circulation. La pluie glacée de Seattle me fouettait le visage, emportant la puanteur physique des ordures. Mais rien ne pouvait emporter l'incendie de haine qui bouillonnait dans mes veines. J'ai marché aimablement pendant 2 heures. Mon téléphone, mon portefeuille, ma pièce d'identité, tout était resté dans cette chambre d'hôpital. J'étais un fantôme. Le seul refuge sur auquel je pouvais penser était le condo ultra sécurisé de Harper à South Lake Union. Harper était ma meilleure amie de l'université, une avocate d'affaires impitoyable. Et la seule personne qui s'était véhémentement opposée à mon mariage avec Sterling. Elle m'avait dit un jour que les yeux de Sterling étaient remplis de calculs froids. Mais j'étais trop aveuglé par l'amour pour l'écouter. Si seulement j'avais su. À 3 heures du matin, je me suis tenu devant sa porte. J'avais l'air d'un démon gorgé d'eau, les cheveux collés au crâne, le visage barbouillé de boue. Sentant la mort. J'ai appuyé sur la sonnette avec des doigts tremblants. Qui diable est-ce ? La voix ensommeillée de Harper est sortie de l'interphone. Quand elle a entrebâillé la porte avec la chaîne et m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur absolue. Elle a arraché la chaîne, m'a tiré à l'intérieur et a tiré le verrou. Callie. Jésus-Christ. Que t'est-il arrivé ? Tu es censé être en convalescence. Pourquoi as-tu l'air d'un cadavre ? J'ai regardé Harper, la seule personne au monde en qui je pouvais encore avoir confiance. Et le barrage a cédé. Je me suis effondré sur son parquet, m'accrochant à elle, pleurant comme un animal blessé. J'ai pleuré mes 5 années gaspillées, mon dévouement sans borne qui avait été évalué et emballé. Et pour le cœur qui avait failli être arraché de ma poitrine. Harper n'a posé aucune autre question. Elle m'a pratiquement porté jusqu'à la salle de bain. A ouvert la douche à l'eau brûlante et m'a aidé à frotter la crasse de mon corps. Elle m'a donné du thé chaud. M'a enveloppé dans de lourdes couvertures et s'est assise à me garder tandis que mon corps était secoué de tremblements violents. Je me suis finalement évanoui d'épuisement total. Quand je me suis réveillé, le skyline de Seattle était peint d'un violet meurtri par le soleil couchant. Tout mon corps me faisait mal comme si j'avais été battu avec une batte de baseball. Les souvenirs de la nuit m'ont frappé, me donnant des crampes d'estomac. En allant jeter les habits sales que j'avais portés. Mes doigts ont touché un tout petit morceau de papier roulé au fond de la poche. Je l'ai déroulé. C'était un numéro de téléphone griffonné à l'encre bleue. Le numéro de Marisol. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé en velours de Harper. Fixant le téléphone jetable que Harper avait procuré. À exactement 23 heures, mes doigts tremblants ont composé le numéro. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Callie, c'est toi ? Es-tu en sécurité ? La respiration de Marisol était lourde. C'est moi. Je suis en sécurité. J'ai forcé ma voix à rester stable. Marisol, dis-moi tout. Pourquoi ma propre famille a-t-elle voulu me tuer ? Un bref silence a suivi, accompagné du froissement de Marisol qui vérifiait ses alentours. Puis, à travers la ligne cryptée. Un récit de dépravation morale si profonde qu'elle défiait la compréhension humaine a été mis à nu. Callie. Les dossiers médicaux de Sterling sont entièrement falsifiés. Le docteur Thorne a manipulé les résultats de laboratoire. Ton mari n'est pas malade. C'est un joueur dégénéré. Il a perdu des millions en spéculant sur des crypto-monnaies à fort levier et en jouant dans des tables illégales. Clandestines. Il doit au syndicat Volkov, un cercle mafieux impitoyable, plus de 6 millions de dollars.
Ils lui ont dit qu'il massacrerait toute sa famille s'il ne payait pas ce. Mois-ci. J'étais paralysé. 1,6 million de dollars de dette. Pendant 5 ans, Sterling avait joué le rôle d'un intellectuel calme et artistique. Il ne buvait pas beaucoup. Il semblait dévoué à son cabinet d'architecture. Je n'avais jamais géré nos finances au microscope. Les millions que j'avais gagnés grâce à mes options d'actions technologiques étaient sur des comptes joints pour qu'il les utilise librement. Derrière cette façade raffinée se cachait un dégénéré qui avait joué nos vies sur le dark web. Acculé, Sterling était allé sur le dark web chercher une issue. Marisol a continué, la voix tremblante. Il a trouvé une annonce d'un oligarque russe anonyme. Dimitri. La fille de Dimitri a une maladie cardiaque congénitale terminale. Il offrait 2 millions de dollars pour un cœur battant vivant avec des marqueurs de compatibilité spécifiques. Sterling a secrètement prélevé ton sang lors de ton bilan de santé l'année dernière. Tu étais une correspondance parfaite. Des larmes brûlantes ont coulé sur mon visage. J'ai serré le tissu sur ma poitrine, sentant le rythme régulier de l'organe qu'il voulait voler. Ma vie, mon amour, mon dévouement évalué à 2 millions de dollars pour couvrir ses pertes de jeu. Il avait mis sa propre femme aux enchères sur le dark web. Ils ont acheté le Dr Thorne, qui est un acteur majeur dans un réseau clandestin de trafic d'organes. Ils ont monté le scénario d'insuffisance rénale parce qu'ils savaient que tu te porterais volontaire. Ils n'ont jamais voulu ton rein. Ils avaient juste besoin de ton consentement légal pour te placer sous anesthésie profonde. Le docteur Thorne allait t'ouvrir la poitrine, prélever ton cœur, le mettre dans un cryocoulé et le charger sur un jet privé à Boeing Field. Ensuite, il te remplirait de propofol et d'épinéphrine pour simuler une réaction allergique fatale. Tu serais incinéré le lendemain par une famille en deuil pour détruire les preuves. Le docteur Thorne prévoyait de déclarer que ton rein avait été endommagé pendant l'extraction. Puis, avec les 2 millions de ton cœur, Sterling devait s'envoler vers une clinique privée en Suisse pour un faux traitement expérimental. Par cellules souches afin d'expliquer légalement sa guérison miraculeuse. Je me suis mordu les lèvres si fort qu'elles ont saigné. Et Béatatrice et Sloan? Elles savaient? J'ai planté un enregistreur vocal dans le bureau du docteur Thorne, a chuchoté Marisol. Elles savaient toutes. Hier, ta belle-mère a dit au docteur Thorne, faites ça proprement. Docteur. Une fois que l'argent du milliardaire sera débloqué, nous vous virons votre part. La mort de Cali efface notre dette. Et Sterling touche son assurance vie. Considérez cela comme son devoir final envers notre famille. Ce sont des monstres, Cali. Considérez cela comme son devoir final envers notre famille. Les mots prononcés par la femme qui s'était agenouillée et m'avait appelé un ange. La femme qui m'avait nourri de soupes organiques pour engraisser mes organes. Ma belle-mère, ma belle-sœur, mon mari bien-aimé, ils se tenaient tous en cercle, aiguisant leurs couteaux, souriant en se préparant à me découper et à se partager l'argent. Cali. L'hôpital est une zone de guerre en ce moment. Sterling joue le mari frénétique et dévasté au. Information. Mais en coulisses. La mafia russe lui met la pression parce qu'il n'a pas livré le produit. Dimitri est furieux. Il te chasse. J'ai démissionné et je me cache hors de l'État. Je t'envoie maintenant les fichiers audio. Et les dossiers médicaux falsifiés. Protège-toi. La ligne s'est coupée. J'ai lâché le téléphone. Le monde a cessé de tourner. Harper est venu, enlaçant mes épaules tremblantes. Mais je ne pouvais plus pleurer. Le chagrin avait été compressé en un énorme bloc de glace glaciaire dans mon cerveau. Froid, tranchant et totalement impitoyable. J'ai fermé les yeux. L'image de Sterling passant l'alliance à mon doigt s'est brisée. Remplacée par son sourire sanglant tandis qu'il tendait la main vers ma poitrine. Très bien. S'il voulait m'envoyer en enfer, je reviendrais descendre. Apportant avec moi les flammes de l'enfer pour brûler toute leur lignée jusqu'au sol. Ils voulaient jouer à Dieu avec l'argent et les vies humaines. Je leur montrerais ce que cela faisait d'être écrasé par l'avidité même qu'ils adoraient.
La chasse était officiellement inversée. Cette nuit-là, en regardant le skyline scintillant de Seattle, la naïve Callie Vance a officiellement cessé d'exister. J'étais une lame forgée, dégainée et assoiffée de sang. Le lendemain matin, les informations locales et les réseaux sociaux étaient inondés du visage de Sterling. Il apparaissait à la caméra l'air dépenaillé, sa barbe de 3 jours négligée. Les yeux gonflés de larmes. « S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver ma femme », a-t-il étouffé devant les journalistes. Son nom est Callie. Hier soir, juste avant qu'elle ne donne son rein pour me sauver la vie. Elle a disparu. Callie, si tu es là-bas, reviens s'il te plaît. Je me fiche de la greffe. Je veux juste toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Regarder sa performance digne d'un Oscar m'a donné la nausée. Des millions de gens partageaient la vidéo, pleurant sur cette histoire d'amour tragique. Certains trolls d'internet m'appelaient même une lâche pour avoir abandonné mon mari mourant. Mais seul moi et la mafia connaissions la vérité. Il ne pleurait pas parce qu'il avait perdu sa femme. Il pleurait parce que son magot de 2 millions de dollars était sorti par la porte et que le syndicat Volkov lui mettait un pistolet sur la tempe. Quel est le plan? Callie? J'appelle le FBI? A demandé Harper en jetant la télécommande de la télévision sur la table basse en verre. Avec l'audio de Marisol, on peut les enfermer pour conspiration en vue de commettre un meurtre. J'ai pris une gorgée de café noir et secoué lentement la tête. Non. La prison est trop facile. Le docteur Thorne a des poches profondes et une influence massive. Il pourrait s'acheter une sortie ou étouffer les preuves. Je veux qu'ils perdent tout. Leur argent. Leur réputation. Leur maison. Je veux les regarder se retourner les uns contre les autres comme des chiens enragés. Affamés. Je veux qu'ils souhaitent la mort avant même de voir l'intérieur d'une cellule. Pour exécuter cela, j'avais besoin de capital. Heureusement, je n'avais jamais été une idiote avec mon argent. Des années auparavant, quand ma start-up avait fait son IPO, j'avais discrètement canalisé la majeure partie de mes premiers versements d'actions dans un trust aveugle offshore aux Caïmans. Je contrôlais près de 10 millions de dollars en actifs liquides dont Sterling ne savait même pas l'existence. Il pensait avoir accès à toute ma fortune, mais je détenais toujours la tout maître. Assise devant l'ordinateur portable lourdement crypté de Harper, j'ai contacté mes contacts financiers. J'ai dépensé 50 000 dollars pour engager Jackson, un pirate informatique notoire du dark web, et une équipe d'enquêteurs privés anciens de la CIA basée à Seattle. Mes ordres étaient simples. Mettre leur vie numérique à nu. Trouver chaque secret sale. 3 jours plus tard, Jackson a livré un dossier lourdement crypté. La dépravation de mes beaux-parents était exposée en résolution 4K. Sterling n'était pas seulement endetté auprès des Volkov. Il avait une maîtresse enceinte vivant dans un condo de luxe à South Lake Union. Il avait promis de l'emmener en Suisse pour accoucher, financé par l'argent de mon cœur. Béatatrice se noyait dans des dettes de cercles de poker clandestins à haute mise, devant des centaines de milliers de dollars à des usuriers locaux. Sloan, la sœur influenceuse, devait des centaines de milliers de dollars à des sociétés de cartes de crédit. Des prêts sur salaire prédateurs et des sugar daddy dangereux pour financer son style de vie de fausse richesse. C'était une famille pourrie de l'intérieur. Se propine sur un piédestal de fausse moralité tout en conspirant activement à me découper. J'ai tapoté mon ongle parfaitement manucuré contre le bureau en verre. Leur faiblesse était leur avidité insatiable. Et la meilleure arme contre un animal avide n'est pas un fusil. C'est un piège doré. J'ai regardé Harper. Un sourire glacial se formant sur mes lèvres. Harper. Crée une société écran. Appelons-la Apex Horizon Venture. Louons un espace de bureau de classe A. Dans le Columbia Center. Il est temps que je joue le rôle d'une PDG de l'ombre. Notre première cible est Sloan. Je vais l'étouffer avec l'argent même qu'elle adore. Sloan était le premier domino parfait. À 25 ans, elle jouait la princesse innocente et choyée. M'appelant « Bestie »,
tout en chuchotant à l'oreille de Béatatrice de vider mes comptes pour ses sacs Chanel. Depuis ma disparition, le syndicat Volkov avait commencé à terroriser Sterling pour le 1,6 million. Désespéré, Sterling avait forcé Sloan à utiliser le reste de son crédit pour tenir les loups à distance. Elle mourait d'envie d'argent. En utilisant les relations d'entreprise de Harper, nous avons mis en place un fonds spéculatif parfaitement faux. Nous avons engagé un acteur au parler doux et insanément beau nommé Julian pour jouer le rôle de directeur d'investissement senior. Nous l'avons intégré dans les sections VIP des clubs haut de gamme du centre-ville que Sloan fréquentait. Le scénario a fonctionné parfaitement. Julian a fait l'étalage de richesse, a réservé des tables VIP et a joué les difficiles. Finalement, il a laissé fuiter le nom d'une crypto-monnaie offshore hautement volatile que ses clients milliardaires étaient censés booster. Il lui a dit qu'elle avait une fenêtre de 48 heures avant qu'elle n'explose. Julian, s'il te plaît, tu dois me laisser entrer, a supplié Sloan un soir. Une caméra cachée capturant ses yeux désespérés et avides. Mon frère est dans de beaux draps. Nous avons besoin d'argent vite. Je te donnerai une part massive de mes profits. Elle a avalé la pâte tout entier, désespérée d'argent pour sauver son style de vie de luxe. Elle n'a pas seulement vendu ses sacs Hermès. Mes caméras cachées l'ont capturé en train de se connecter à l'iPad non protégé de Béatatrice, de falsifier des autorisations et de vider le fonds de retraite de 150 000 $ de sa mère, le combinant avec des prêts sur salaire à haut intérêt pour acheter la crypto-monnaie. Je n'ai pas eu à lui voler son argent. Je me suis juste assise et j'ai regardé le cycle de vie naturel d'une arnaque crypto. 2 jours plus tard, les développeurs anonymes ont tiré le tapis. La valeur de la pièce a chuté de 99,9% en 60 secondes. Les 200 000 $ de Sloan ont disparu dans l'abîme de la blockchain. Frantique et réalisant que son argent avait disparu, Sloan s'est précipité au Columbia Center dans la panique. Désespéré de trouver Julian et d'exiger des réponses. Mais quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 50e étage, il n'y avait ni Julian, ni réceptionniste. Le bureau était entièrement vidé. Bureaux enlevés, logo gratté du verre. Le numéro qu'elle a composé était déconnecté. Non. Non. Mon argent. L'argent de ma mère. Ces cris agonisants ont résonné dans le couloir d'entreprise vide. Elle s'est effondrée sur le sol de marbre froid, s'arrachant les cheveux, sanglotant hystériquement. 200 000 $ peuvent ne pas sembler une perte massive. Mais pour une fille sans revenu qu'il avait volé à sa propre mère et emprunté le reste à des prêteurs prédateurs, c'était une condamnation à mort. Demain, quand les usuriers viendraient collecter, Sloan connaîtrait l'enfer sur terre. Le premier pilier de la famille Vance s'était effondré. Mais ce n'était qu'un apéritif. Le plat principal était Béatatrice, la matriarche de l'hypocrisie. Les retombées de la perte de Sloan ont été instantanées. Cette nuit-là, une équipe d'enforceurs tatoués s'est arrêtée devant le vaste domaine de la famille Vance à Mersey, Islande. Ils ont jeté des briques à travers les fenêtres, aspergé les colonnes blanches immaculées de peinture rouge et crié des menaces de mort depuis l'allée. Simultanément, le syndicat Volkov a perdu toute patience avec Sterling. L'acheteur du dark web, Dimitri, s'est retiré de l'affaire et a exigé le remboursement de son dépôt en bitcoin, plus une pénalité massive. Les Volkov ont kidnappé Sterling alors qu'il tentait de fuir par l'aéroport de SeaTac. Mes enquêteurs privés ont piraté le flux de sécurité d'un entrepôt abandonné à Tacoma. Je me suis assise à regarder le flux en direct sur mon moniteur. Sterling était suspendu par les poignets à une poutre d'acier. Son visage était une bouillie sanglante et méconnaissable. Un énorme enforceur russe cassait les côtes de Sterling avec une batte de baseball. Sterling hurlait, suppliant pour sa vie, pleurant comme un enfant pathétique. J'ai regardé l'homme qui avait prévu de m'arracher le cœur se faire torturer. Et je n'ai rien ressenti d'autre qu'un calme glacial terrifiant. Le karma était une chose belle et violente. À minuit, une petite boîte en carton a été livrée sur le pas de la porte de Béatatrice. Quand elle l'a ouverte,
elle a poussé un cri à glacer le sang. À l'intérieur se trouvait l'auriculaire coupé de Sterling, une clé USB et un mot. Vous avez 3 jours pour payer 2 millions de dollars, ou nous le renverrons en morceaux. À travers les dispositifs d'écoute plantés dans la maison, j'ai entendu Béatrice hurler, se cognant la tête contre le sol. Oh mon Dieu, Sterling, Sloan. Pourquoi le ciel nous punit-il? Si Kelly était juste morte sur la table. Rien de tout cela n'arriverait. Elle nous a ruinés. Même maintenant, elle me blâmait. Sa toxicité était chromosomique. Elle a appelé frénétiquement les banques, les parents, n'importe qui. Mais aucune banque n'approuverait un prêt de 2 millions de dollars en 3 jours. Et les parents ont disparu dès qu'ils ont entendu parler de mafia. C'était mon signal pour lui jeter une bouée de sauvetage empoisonnée. J'ai utilisé les relations du milieu de Harper pour contacter Dom Russo, un prêteur d'argent dur prédateur notoire à Seattle. J'ai avancé l'argent et offert à Dom une commission massive pour jouer le sauveur. Les hommes de Dom sont arrivés au domaine de Mersey Island. Ils ont offert à Béatrice un prêt en espèces de 2 millions de dollars approuvé en 2 heures. Aucune vérification de revenus nécessaire. Le seul hic. Elle devait signer un acte de cession rapide de la maison de Mersey Island comme garantie, avec un taux d'intérêt quotidien prédateur. Si elle manquait un seul paiement, la maison était légalement transférée à Dom. Ce qui signifiait qu'elle me revenait. Je signe. Je signe n'importe quoi. Donnez-moi juste l'argent pour sauver mon fils. Béatrice a pleuré, la main tremblante en signant l'abandon de la richesse générationnelle de la famille Vance. Elle ne savait pas que payer les Volkov ne réglait que la dette de Sterling. Cela ne résolvait pas les usuriers de Sloan. Et cela signifiait que leur maison appartenait maintenant à la femme même qu'ils avaient tenté de tuer. La famille Vance était officiellement sans abri, écrasée sous une dette impossible. Mais la douleur physique et la ruine financière n'étaient que le prologue. Je voulais l'anéantissement psychologique. La pièce suivante sur le plateau était le Dr Thorne. Mes enquêteurs avaient découvert la faiblesse analogique du Dr Thorne. Malgré sa sécurité numérique, il gardait un petit livre noir dans un coffre-fort caché dans le condo de sa maîtresse. Il contenait des noms, des transactions sur le dark web, des paiements et les véritables causes de décès de ces complications médicales. Pendant qu'il était en chirurgie, mon équipe a crocheté la serrure, photographié chaque page en ultra haute résolution et est sorti sans laisser de traces. J'ai vu mon propre nom à la page 42, surligné en rouge. Kelly Vance 28 O positif 2 millions de dollars sterling 50% Thorne 30% syndicat 20% COD. Anaphylaxie induite au propofol. J'ai imprimé les pages et fait jeter par un coursier sur le siège passager de la Lexus du docteur Thorne tandis qu'il était arrêté à un feu rouge. J'ai appelé son portable personnel depuis un téléphone jetable non traçable en utilisant un brouilleur de voix. J'ai le registre original, docteur, ai-je rasé. Je ne veux pas votre argent. Je veux que vous rencontriez Sterling Vance au Starlight Motel à Seatac ce soir à 21h. Faites-lui confesser tout le complot pour prélever le cœur de Kelly Vance. Si vous ne le faites pas, ce registre ira au FBI et au Seattle Times d'ici demain matin. Terrifié à l'idée de passer le reste de sa vie dans une prison fédérale, Thorne a obéi. Mon équipe avait déjà câblé la chambre de motel avec des caméras cachées et des micros directionnels. Thorne est arrivé, transpirant à travers son costume sur mesure. 15 minutes plus tard, Sterling a boité, le bras en plâtre, un bandage sanglant enroulant son doigt manquant. « Pourquoi diable m'as-tu appelé ici » a crié Sterling en agrippant les revers de Thorne. « Les Volkov ont pris les 2 millions. Mais on doit encore la pénalité. J'ai perdu ma maison. Tu as laissé Kelly s'échapper. Donne-moi l'argent pour fuir au Mexique. Ferme ta gueule, ver pathétique. » Thorne l'a repoussé. J'ai risqué ma licence médicale pour falsifier tes dossiers d'insuffisance rénale. J'avais le coulé prêt pour son cœur. J'ai monté le deal de 2 millions sur le dark web. Comment as-tu pu laisser ta femme s'échapper? Quelqu'un me fait chanter avec mon registre.
Ce n'est pas de ma faute. Cali est stupide. Elle m'aimait. Ma mère et Sloan l'ont choyée pendant 1 mois. Il n'y a aucun moyen qu'elle se soit méfiée toute seule. Tu l'as avertie. Tu avais promis d'arrêter son cœur et de faire croire à un accident. Assise dans mon condo, regardant le flux Ultra HD, une vague de dégoût nauséeuse m'a submergé. Les entendre discuter ouvertement de mon meurtre comme si j'étais un appareil cassé était surréaliste. Ils n'avaient aucun remords. J'en ai fini avec toi. Thorne a craché. J'ai rendu le dépôt au syndicat. Tes dettes de jeu sont ton problème. Coupe-toi tes propres organes pour les payer si tu dois. Thorne est sorti en tempête, laissant Sterling frapper le placo bon marché dans l'agonie. J'ai souri. La confession était parfaite. J'avais la preuve décisive, mais je n'appelais pas encore la police. La finale devait être poétique. Le domaine de Mersey Island était une zone de guerre. L'électricité avait été coupée. Les Volkov voulaient encore leur pénalité du dark web, et les usuriers de Sloan tournaient en rond. Béatatrice perdait la tête, barricadée dans le noir. Sloan était un tas tremblant sur le sol. À travers les caméras cachées du salon, j'ai regardé la véritable nature de l'humanité se déployer quand on la pousse à la limite. Sterling arpentait le sol, les yeux complètement injectés de sang, tic nerveux comme un fou. Les Volkov nous ont donné jusqu'à minuit. Ils ont dit que si on n'a pas d'organes pour remplacer le cœur de Cali, ils vont brûler cette maison avec nous dedans. Ils ont dit qu'ils prendront un rein et un lobe de foie pour compenser le coup. Sterling, que dis-tu? A crié Béatatrice. Nous n'avons pas d'argent. Je suis trop vieille et les organes de Sloan ne suffiront pas. Pourquoi? Cali n'est-elle pas juste morte? Sterling s'est lentement tourné vers sa mère. Ses yeux étaient dépourvus de toute âme humaine. Maman? J'ai construit le cabinet d'architecture. Je suis le seul dans cette maison à avoir un véritable avenir. Tu as déjà vécu ta vie. Et Sloan n'est qu'un parasite qui nous saigne à blanc de toute façon. Si je donne aux Volkov ton rein, maman, et la moitié du foie de Sloan, ils me laisseront vivre. Tu es fou, a hurlé Sloan, tentant de ramper. Sterling s'est précipité. Il a agrippé sa sœur par les cheveux, cognant sa tête contre le parquet. De sa poche, il a sorti une fiole de chloroforme liquide qu'il s'était procuré sur le marché noir. Il a plaqué sa sœur et a appliqué un chiffon imbibé sur sa bouche et son nez. Béatatrice a crié, se jetant sur son fils, lui griffant le visage. Animal! Laisse ta sœur. Je t'ai mis au monde. Comment peux-tu? Sterling a giflé sa mère si fort qu'elle a volé dans une table basse en verre, la brisant. Le sang a coulé sur son front. Tu as dit que la mort de Cali était un devoir envers la famille. Maintenant c'est ton tour de faire ton devoir. Ferme-la et dors. J'ai regardé le moniteur, mon visage complètement impassible. C'étaient des cannibales. Quand je n'étais plus disponible pour être leur agneau sacrificiel. Ils ont tourné leurs couteaux les uns contre les autres. Il était temps d'en finir. J'ai compilé les enregistrements audio, la vidéo de confession du motel, le registre de Thorne, les transferts crypto et le flux en direct de l'agression. J'ai tout crypté et l'ai envoyé directement au bureau de terrain du FBI à Seattle et à la division SWAT locale, le signalant comme une situation active d'otages et de trafic d'organes. Simultanément, j'ai envoyé un texto anonyme au syndicat Volkov. Sterling Vance est en train de découper sa famille pour simuler la livraison d'organes. Il vient d'appeler les feds sur vous. Allez à Mersey Island maintenant. Le double piège était tendu. Sur les moniteurs. Sterling venait de maîtriser Sloan et marchait vers sa mère saignante avec le chiffon de chloroforme. Soudain, les portes d'entrée renforcées du manoir ont été arrachées de leurs gonds par un énorme SUV. Une douzaine d'enforceurs Volkov ont envahi la maison, brandissant des machettes, des battes et des armes automatiques. Tu as appelé les feds. Le Russe de tête a rugi.
Sterling a lâché le chiffon, tombant à genoux dans le verre. Non, je n'ai pas. J'ai les organes. Prenez ma mère. Prenez ma sœur. S'il vous plaît. Ne me tuez pas. Un enforceur mafieux a levé une machette, la faisant s'abattre sur l'épaule de Sterling. Le sang a giclé sur les murs. Sterling a hurlé dans une agonie inimaginable. Mais avant que la mafia ne puisse le finir, les fenêtres se sont brisées. Des lumières stroboscopiques blanches aveuglantes et des grenades assourdissantes ont inondé la pièce. Le hurlement assourdissant des sirènes de police a encerclé la propriété. FBI, jetez vos armes. À terre. Des dizaines d'opérateurs SWAT en équipement tactique ont envahi le manoir. Les viseurs laser tranchant la fumée. Les gangsters russes ont lâché leurs armes. Réalisant qu'ils étaient encerclés, la police les a jetés au sol, leur attachant les poignets. Des ambulanciers se sont précipités, s'occupant de Sloan inconsciente et de Béatrice saignante. Sterling a été plaqué au sol, hurlant tandis qu'un médecin posait un garrot sur son épaule tranchée avant de le menotter. Pendant ce temps, mon réseau de renseignements a confirmé que le FBI venait de perquisitionner la clinique illégale du Dr Thorne, l'arrêtant avec un congélateur plein d'organes illicites. Je me suis levé de mes moniteurs. Je me suis glissé dans un costume Tom Ford noir impeccablement taillé. J'ai appliqué une couche de rouge à lèvres rouge sang. Harper m'a jeté les clés d'une Mercedes S-Class noire. Il était temps que le fantôme revienne. J'ai conduit à travers les rues mouillées de Seattle, m'arrêtant devant le barrage de police à l'extérieur du domaine de Mersey Island. Le quartier était illuminé par des lumières clignotantes rouges et bleues. Les voisins se tenaient sur leur pelouse, sous le choc. Parce que j'avais coordonné anonymement avec le FBI, fournissant les preuves. L'officier commandant m'a autorisé à me tenir en sécurité près du poste de commandement au bord de l'allée. Je suis sorti de la Mercedes. Je me suis tenu sous les dures lumières stroboscopiques rouges et bleues. La pluie glaçait brumisant mon costume Tom Ford. Quelques minutes plus tard, l'équipe SWAT les a fait sortir des portes d'entrée brisées. Les ambulanciers ont sorti Béatrice et Sloan sur des brancards. Derrière eux, Sterling a été traîné dans les marches de devant menotté. Il avait l'air pire qu'un chien errant. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage meurtri, et le sang trempait sa chemise. Alors qu'il le poussait vers le transport de police blindé, il s'est arrêté net. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, toute couleur ayant quitté son visage meurtri. Je me tenais à seulement 1 mètre de lui, les bras croisés. Mon expression un masque de dédain absolument glacial. Cali, a-t-il roqué, la voix tremblant comme une feuille. Toi, tu es en vie. Cali, s'il te plaît. Dis-leur que c'est une erreur. J'ai été forcé. La mafia m'a obligé. Je t'aime. Nous sommes mariés. Depuis 5 ans. S'il te plaît, sauve-moi. Il a réellement tenté de tomber à genoux pour supplier, mais les officiers l'ont maintenu. Il pleurait, la morve et les larmes se mélangeant au sang sur son visage. Béatrice, sanglée au brancard, m'a vu et a commencé à hurler. Cali, ma douce fille, s'il te plaît. Pardonne-nous. Aie pitié. Nous t'avons traité comme une fille. C'était le jeu de Sterling. Nous n'y étions pour rien. S'il te plaît, ne les laisse pas nous emmener en prison. J'ai laissé échapper un rire bas et résonnant qui a glacé l'atmosphère. Traité comme une fille. Je me suis approché, ma voix portant par-dessus le crépitement des radios de police. Vous avez dit au docteur Thorne que ma mort était mon devoir final envers cette famille. Vous m'avez nourri de nourriture organique pour garder mes organes frais pour un milliardaire du dark web. Et toi, Sterling? Tu as mis un prix de 2 millions de dollars sur mon cœur battant pour pouvoir t'enfuir avec ta maîtresse enceinte. La mâchoire de Sterling est tombée. La réalisation l'a frappé avec la force d'un train de marchandises. Il a réalisé que je n'avais pas seulement échappé. J'avais orchestré chaque malheur qui leur était arrivé. Le faux fonds crypto, le prêt prédateur, le registre divulgué, le raid de la mafia.
C'est toi qui as fait ça, a-t-il chuchoté, les yeux écarquillés d'une terreur absolue. Me regardant comme si j'étais le diable en personne. J'ai survécu à un bac de déchets biomédicaux et j'ai marché des kilomètres sous la pluie glacée. Pour échapper à ton boucher, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure mortel. Vous vous êtes détruit avec votre propre avidité. Je vous ai juste tendu la corde. Profitez de la prison fédérale. J'ai tourné le dos et suis parti. Le son de Sterling hurlant mon nom dans une agonie pure et impuissante était de la musique à mes oreilles tandis que les portes de la voiture de police claquaient, l'enfermant dans le noir pour toujours. Un an plus tard, le procès fédéral s'est conclu en raison de la nature odieuse des crimes. Ce fut une sensation médiatique. Le docteur Thorne a reçu la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour trafic d'organes et conspiration en vue de commettre un meurtre. Sterling a reçu la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir orchestré la tentative de meurtre de sa femme et le trafic illégal sur le dark web. Beatatrice et Sloan ont été condamnés respectivement à 15 et 20 ans en tant que complices. Le syndicat Volkov a été démantelé par les fédéraux. Je suis sorti du tribunal fédéral du centre-ville de Seattle. Le soleil brillait magnifiquement, brûlant les nuages gris habituels. Harper m'attendait en bas des marches, tenant 2 cafés. J'ai pris une profonde inspiration de l'air vif et libre. Le lourd rocher qui avait écrasé ma poitrine pendant un an avait disparu. Mon cœur, le cœur sur lequel ils avaient tenté de mettre une étiquette de prix, battait d'un rythme féroce et inarrêtable. Les gens disent que la meilleure vengeance est de bien vivre. Mais parfois, la véritable paix ne vient que lorsque vous vous assurez que les monstres ne peuvent plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Je n'ai pas laissé mon traumatisme me transformer en monstre. Au lieu de cela, j'ai repris les millions que j'avais protégés. Et j'ai créé une fondation pour aider les femmes à échapper aux abus financiers et domestiques.